Salut les binge watchers et bienvenue sur la chaîne qui décrypte pour vous les œuvres de la pop culture actuelle, Coffee and Freaks. Yo, désolé de vous couper comme ça les binges, mais je voulais quand même vous expliquer 5 minutes ce qui m'était arrivé du coup pendant ce confinement. Donc là, ça fait au moment où je tourne plusieurs jours que le déconfinement a été annoncé. Et en fait, quand le confinement a été annoncé, j'étais du coup en train de tourner cette vidéo, donc cette critique de la saison 4 de Mr. Robot. Et ce qui est arrivé malheureusement, c'est que mon ordinateur m'a complètement lâché pendant le confinement, donc il a fallu du temps pour que je récupère un PC déjà dans un premier temps et que je récupère tous les rushs de cette vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup plus de temps que d'habitude de vous faire cette vidéo, alors qu'à la base c'est juste une petite critique quoi, c'était pas non plus une grosse analyse comme je peux vous faire des fois. Donc voilà, j'espère que vous saurez me pardonner, en tout cas j'espère que tout le monde a passé un bon confinement dans l'ensemble. J'espère que vous allez tous bien et que vous continuerez à faire attention malgré le déconfinement, hein, faut quand même rester prudent. Donc ouais, ça fait beaucoup de blabla là pour un début de vidéo, donc je vous laisse apprécier cette vidéo sur Mr. Robot. Bon déjà, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires et vos abonnements depuis ma dernière vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Pour certains, c'est pas forcément beaucoup, 330 abonnés, mais en tout cas, moi, ça me motive à vous préparer une nouvelle vidéo. Et merci aussi pour votre patience, parce que bordel, vous en avez de la patience avec Coffee and Freaks. Bon, en tout cas, aujourd'hui est un jour assez spécial, les binges, puisqu'il est malheureusement l'heure de faire nos adieux à l'une des meilleures séries télé de sa génération, j'ai nommé Mr. Robot. Alors oui, ce ne sera clairement pas la critique la plus objective de la chaîne, obviously, mais il fallait absolument que j'analyse avec vous cette 4e et dernière saison qui, à mon sens, a définitivement placé le show au rang des séries les plus iconiques de la pop culture actuelle. Alors comment Sam Esmail, le showrunner de la série, a-t-il bouleversé les règles du storytelling en portant à l'écran l'introspection psychologique d'Elliot Alderson? C'est notamment ce qu'on va découvrir dans cette chronique, donc comme d'habitude, hein, pour les habitués, n'hésitez pas à aller vous chercher un truc à manger, un truc à boire, whatever, et on se retrouve tout de suite les billes. Et surtout, n'oubliez pas de rester jusqu'en fin de vidéo pour un petit récap de tous les futurs projets de Sam Esmail et du reste du cast. Et il y a déjà 2 ans que Sam Esmail nous avait laissé dans une attente quasi insoutenable après une 3e saison totalement mind-blowing. Entre une succession de cliffhangers qui te retournent littéralement le cerveau, des dissimulations narratives extrêmes, une distribution artistique tout simplement mémorable, et une mise en scène devenue aujourd'hui littéralement iconique, on peut dire que le jeune showrunner d'origine égyptienne est très clairement rentré dans la cour des grands. Mais qu'est-ce qui fait de Mr. Robot une œuvre aussi unique et complexe en son genre? Et d'ailleurs, à quel genre appartient ce show? Entre dystopie, postmodernisme et drama psychologique, c'est vrai qu'il est plutôt difficile, voire quasiment impossible de précisément catégoriser le célèbre drama porté par la chaîne américaine USA Network et disponible en France sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Mais on va quand même tenter d'analyser cet ovni télévisuel ensemble, les binges, et essayer de comprendre un minimum le phénomène Mr. Robot. Et pour ce faire, on va un peu revenir là où nous avait laissé Elliot lors du final de la saison 3, qui portait principalement sur la phase 2 du plan secret de la Dark Army. Phase 2 qui, je vous le rappelle, consistait à faire exploser un immeuble dans lequel étaient entreposées toutes les données papier de la société E-Corp. Cette saison 3 était donc bien celle de la désillusion et de la perte de contrôle pour notre protagoniste. Son grand projet consistant à changer le monde s'étant au fur et à mesure transformé en simple rouage de la machine machiavélique de la Dark Army. La cyberattaque du Five-9, déclenchée par Elliot lors du final de la saison 1, était censée aider la population, lui offrir enfin le contrôle, le pouvoir de prendre ses propres décisions. Mais cela les a finalement plus appauvris qu'autre chose et encore plus soumises aux volontés du top 1%. Mais cette saison 3 était aussi, comme je le disais, celle de la perte de contrôle pour notre protagoniste qui se retrouvait psychologiquement manipulé par Mr. Robot, Tyrell et Angela afin que la phase 2 de la Dark Army puisse avoir lieu comme prévu. Pour vous rafraîchir la mémoire, souvenez-vous qu'Angela a eu une mystérieuse entrevue avec White Rose lors de la saison 2. Entrevue qui semblait à l'époque l'avoir totalement convaincue concernant les intentions de la Dark Army et qui a donc poussé la jeune femme à manipuler son meilleur ami d'enfance. Ne vous inquiétez pas, une fois la saison 4 visionnée, vous comprendrez très vite pourquoi Angela a eu un revirement aussi soudain. Mais ce qu'ignorait Mr. Robot, Angela et Tyrell, c'est que eux-mêmes avaient été manipulés par White Rose. Cette attaque ne visant pas seulement un immeuble, mais bien 71. Une tragédie dont Angela ne parviendra pas à se relever, se sentant responsable de la mort de milliers de personnes. Parallèlement à tout ce bordel, l'agent du FBI, Dominique Di Piero, découvrait que son patron n'était autre qu'une taupe travaillant pour la Dark Army.
Ce qui nous amenait donc fatalement au final de cette troisième saison, dans lequel les arcs narratifs d'Elliot, de Darlene, d'Angela, de l'agent Di Piero et de la Dark Army trouveront enfin un point de convergence. Cette fin de saison 3 marquera aussi et surtout le retour officiel de Fernando Vera dans le game. Un retour qui aura beaucoup plus de conséquences sur l'intrigue qu'on ne le pense. Et elle est donc très loin l'époque où Mr. Robot se résumait à un simple thriller psychologique gravitant autour de sujets postmodernistes tels que l'asservissement des nouvelles technologies sur la société de consommation moderne. L'idéal révolutionnaire de la F-Society se résume désormais à un lointain souvenir pour Elliot Alderson et ses spectateurs, puisqu'un ennemi beaucoup plus redoutable que la société E-Corp est sur le point de mettre en œuvre ses plus sombres projets. Je parle bien évidemment de l'énigmatique Dark Army, dirigée par la tout aussi énigmatique White Rose. Cette quatrième et dernière saison, composée de 13 épisodes, va ainsi emprunter la forme d'un conte de Noël dystopique, et prend place juste après les événements du final de la saison 3. On va donc retrouver d'un côté une Angela en très mauvaise posture, et qui, je vous le rappelle, vient d'apprendre que Philip Price n'est autre que son père biologique, et un Elliot sur le point de déclarer la guerre à White Rose, mais avec un peu d'aide, notamment celle de sa sœur, seule survivante avec son frère de la F-Society, et bien évidemment celle de Mr. Robot, plus mystérieux que jamais. Cette confrontation entre Elliot et la Dark Army va éventuellement finir par mener le spectateur vers l'un des secrets les mieux gardés de la série, celui du projet de White Rose. Dès les premières minutes de l'épisode 1, on comprend très vite que ce dernier chapitre de Mr. Robot n'est plus là pour jouer avec le spectateur. L'intrigue prend doucement les airs d'une tragédie shakespearienne 2.0 et restera sur ce fil narratif jusqu'à sa conclusion. Chaque plan, chaque séquence, chaque ligne de dialogue possède un but précis et participe activement au schéma narratif du show. Aucune storyline ne sera laissée pour compte et chacune trouvera un dénouement plus ou moins logique. Oui, je dis plus ou moins logique. Ceux qui auront vu la scène finale de Tyrell savent très bien de quoi je parle, et ne vous inquiétez pas, on aura tout le temps de décrypter cette scène dans une autre vidéo. L'une des forces majeures de ce show réside dans la singularité esthétique et narrative de ses mises en scène. Cette quatrième et dernière saison n'échappe évidemment pas à cette règle, et cette singularité s'avère d'autant plus percutante lorsque l'on s'attarde sur un petit exemple. Je vais donc vous parler de l'épisode 5, intitulé Method Not Allowed. Alors que la tension narrative de la série reposait quasi entièrement sur les dialogues, Esmail prend les spectateurs de court en réalisant l'un des épisodes les plus tendus scénaristiquement, avec seulement 2 lignes de dialogue. Oui, vous m'avez bien entendu, l'épisode 5 était quasi entièrement muet, et une majorité d'entre vous n'ont certainement rien remarqué. Et vous allez pouvoir constater que le showrunner est allé beaucoup plus loin, puisque ces 2 lignes de dialogue ferment et ouvrent respectivement la storyline de l'épisode 5. En effet, la première ligne est prononcée par Darlene, qui s'adresse à son frère lors des toutes premières minutes de l'épisode. It's cool, dude. We don't have to talk. We don't have to talk. Une phrase qui ferme donc toute conversation possible et plonge l'épisode dans un mutisme total. Sam Esmail, toujours aux commandes de la réalisation, nous proposait alors un hack de grande envergure, suivi par une course-poursuite en plein cœur de New York. Et je le répète, sans aucun dialogue. Ce n'est que lors des toutes dernières minutes de l'épisode que la seconde et dernière ligne sera prononcée par Fernando Vera, s'adressant à Krista, la psychologue d'Elliot. It's time we talk. Et je suis sûre que la moitié d'entre vous êtes passé à côté de ce minuscule détail, et il est pourtant totalement représentatif de la précision quasi obsessionnelle de cette dernière saison. Chaque arc narratif, aussi complexe qu'il soit, chaque interrogation que la série avait pu soulever lors des 3 premières saisons, trouveront finalement leurs conclusions respectives. Mr. Robot, c'est aussi et surtout un équilibre parfait entre dialogue et image. Un premier pas dans l'aboutissement d'une œuvre drama brillamment orchestrée par un Sam Esmail qu'on sent hanté par son œuvre. Rappelons tout de même que le showrunner a réalisé 38 des 45 épisodes de Mr. Robot, ce qui est en soi une véritable performance. Sa photographie très millimétrée est celle d'un artiste aux références multiples, de David Fincher à Alfred Hitchcock, en passant par Kubrick ou les frères Cohen. Sam Esmail laisse voguer son show à un patchwork de genres cinématographiques et littéraires, tout en préservant la singularité artistique de son œuvre. Mais je dois vous avouer qu'une référence m'a échappé durant l'écriture de cette chronique. Une référence plutôt obvious qui a fini par me rattraper en visionnant une interview du showrunner dans le cadre du festival Split Screen à LA en 2019. Celle du thriller paranoïaque, un genre cinématographique né des tensions politico-sociales qui ont touché les États-Unis dans la fin des années 60. En effet, les assassinats du président John Kennedy, de Martin Luther King, de Malcolm X ou encore la guerre du Vietnam marqueront ainsi l'ère de la conspiration pour les États-Unis. Un climat marqué par la paranoïa et la peur qu'un monstre bien plus épouvantable ne se cache derrière celui du gouvernement. Une phobie du mensonge et de la manipulation de masse qui se reflètera, comme tous les traumatismes politiques américains, au cœur de leur cinématographie. Je pense notamment à The Power
Parallax View, Les 3 jours du Condor ou All the President's Men, même si on pourrait remonter les origines du genre avec le blow-up d'Antonioni évidemment. Et d'ailleurs, dans cette interview pour Split Screen, Ismail nous proposait sa propre définition du thriller paranoïaque, qui, comme vous pouvez le constater, est assez révélatrice de sa vision artistique concernant Mr. Robot. It comes down to that sensation you feel, that thrill you feel when you don't quite trust the world around the characters. That there's something beyond what you're seeing and what the main character is seeing. And that it's the not seeing the whole picture. Et force est de constater que cette dernière saison est totalement représentative des propos de Sam Esmail. Ce n'est que lors des dernières minutes du dernier épisode qu'on finit par s'apercevoir que la réalité de l'intrigue a toujours été biaisée par la psychologie complexe d'Elliot Alderson. Un Elliot Alderson interprété par un Rami Malek littéralement habité par son personnage, nous offrant ainsi une performance à la hauteur de son talent. À mon sens, la qualité d'une performance artistique se mesure selon la capacité du comédien à se pousser lui-même dans ses retranchements les plus extrêmes. Et c'est aussi l'une des plus grandes qualités de Rami Malek, sa capacité à se fondre littéralement dans un rôle sans jamais que l'acteur ne prenne le dessus. Mais contrairement à ce que vous avez pu lire ou entendre un peu partout après le succès de Bohemian Rhapsody, Rami Malek est très loin d'être la seule perle du casting de Mr. Robot, et plus particulièrement de cette saison finale. Je pense notamment à Carly Chaikin qui, on le sent, est très clairement passée à un autre level niveau acting depuis la saison 3. Je ne vais pas non plus m'étendre plus longtemps sur d'autres acteurs comme Portia Doubleday, Martin Wallstrom, puisque j'avais déjà évoqué mon avis concernant leur performance dans ma précédente vidéo, donc n'hésitez pas à checker cette ancienne critique des 2 premières saisons de Mr. Robot. Alors oui, peut-être qu'une bonne partie d'entre vous est totalement larguée après ce final, et je vous rassure, c'est tout à fait normal. Mr. Robot est tout sauf une œuvre se dévoilant entièrement et facilement aux spectateurs. C'est d'ailleurs le concept même sur lequel repose le show, un sujet qu'a évoqué Sam Esmail lors de la même interview pour le Split Screen Festival il y a un peu moins d'un an. As a filmmaker, I don't want to show you everything. In fact, I'm trying to find clever ways not to show you everything, but still put it in the frame. I mean, because you can go the opposite. You could be completely, incoherent and not show the audience anything, and that's not entertaining either. But the idea is to show it to you without having it spoon-fed. Et si la fin de Mr. Robot vous échappe, je ne peux donc que vous conseiller dans un premier temps d'attendre ma vidéo explication qui devrait très vite arriver, mais aussi, si vous êtes motivé, de revisionner la série tout en gardant les éléments de ce final en tête. Vous constaterez alors très vite que le fil rouge de l'intrigue devient alors beaucoup plus simple à comprendre et qu'effectivement, tous les indices étaient bel et bien sous nos yeux. Enfin, je dirais que la totalité des personnages de Mr. Robot sont en réalité un patchwork des failles de notre société moderne, à la fois schizophrénique, paranoïaque, parfois même violente et impulsive, mais aussi ambitieuse, déshumanisée, voire calculatrice. À la fois en proie à une profonde solitude, mais aussi avec un code moral fort, parfois nostalgique de ce qu'elle a pu être, ou en tout cas de ce qu'elle a pu prétendre être par le passé, tantôt poussée par un esprit révolutionnaire, tantôt poussée par l'esprit du gain et du chaos. La société capitaliste moderne est infiniment complexe à analyser, à comprendre et à interpréter, car elle est en proie, tout comme notre protagoniste, à une dualité qui lui est propre. C'est un entremêlement subtil de contradictions sociales, politiques et financières, où un gouffre de plus en plus profond se creuse entre les classes sociales. Et non, ce n'est pas seulement un constat national de la part du showrunner, mais bien un constat global, une ère de la désillusion politique, influencée par la crise financière de 2008, les printemps arabes ou encore l'élection de Donald Trump fin 2016. Enfin, si je ne pouvais choisir qu'une ligne de dialogue pour résumer cette série, je retiendrais celle de Tyrell Wellick s'adressant à Elliot lors de l'épisode 5 de la saison 1. But even extraordinary people, and I believe you are driven by human banalities. And unfortunately, we're all human. Cette réflexion autour de la technologie et de ses possibilités quasi infinies pour l'humanité contraste ici avec leur mode d'utilisation. Aussi infaillibles que puissent être les outils de la société numérique moderne, ceux-ci restent exploités par de simples êtres humains, eux-mêmes animés par des motivations purement et simplement humaines, telles que l'amour, la peur, la haine ou encore la soif de pouvoir. Et Sam Esmail joue continuellement avec ce contraste. Les grands méchants dépeints par le réalisateur sont loin d'être totalement déshumanisés. Au contraire, je pense notamment à l'ambition obsessionnelle de Tyrell ou au machiavélisme de White Rose, deux personnages aux premiers abords froids et calculateurs qui finiront par révéler une profonde tristesse et ou solitude. Donc cette chronique touche bientôt à sa fin, donc passons tout de suite à la partie actu autour des futurs projets de Sam Esmail, de Rami Malek et du reste du cast. Alors, nombreux sont les médias à avoir interrogé Sam Esmail sur ses futurs projets, et autant dire que le showrunner n'est pas resté bien longtemps loin des studios de production. L'un des projets télévisuels qui a peut-être fait couler le plus d'encre dernièrement est celui de la mini-série Angeline, sur lequel Sam Esmail collabore avec sa
femme Amy Rossum, que certains d'entre vous ont sûrement reconnu comme étant l'interprète de l'iconique Fiona Gallagher dans la série Shameless US. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que c'est nul autre qu'Amy Rossum même qui suggéra à Sam Esmail de caster le jeune Rami Malek pour Mr. Robot après avoir été impressionné par sa performance dans la mini-série HBO The Pacific. Et au passage, oui, c'est bien elle que vous avez pu apercevoir dans le premier épisode de la saison 4 pour un petit caméo. Mais comme vous avez pu le constater depuis le début de la série, Sam Esmail est plutôt fan des caméos. L'actrice, qui endossera à la fois la casquette de productrice exécutive et d'actrice principale sur cette mini-série basée sur des faits réels, se confronte une fois de plus à un véritable challenge d'interprétation. Parce que, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Angeline, il faut savoir que ce personnage est littéralement à des années-lumière de Fiona Gallagher. Et rien que pour ça, je veux absolument voir cette série. Bon, ok, je dois vous avouer que je n'avais aucune idée de qui était Angeline avant de commencer mes recherches sur cette chronique. Donc, pour vous résumer un peu son histoire dans les grandes lignes, il faut savoir qu'Angeline est une sorte d'icône glamour des années 80 et 90 qu'on décrit souvent comme une Paris Hilton ou une Kim Kardashian avant l'heure. La raison? Eh bien, Angeline a littéralement créé son personnage et sa célébrité à partir d'elle-même. En effet, Angeline a lancé une campagne de billboards à sa propre effigie dans les années 80. Et autant vous dire que la jeune pin-up aux airs de Barbie Girl, se promenant fièrement à travers Los Angeles au volant de sa Corvette fuchsia, n'a pas mis longtemps pour se démarquer à Hollywood. Au fil du temps, Angeline est devenue une sorte de mascotte dévergondée de Los Angeles. Encore aujourd'hui. Mais ce qui est plutôt intéressant avec Angeline, c'est que récemment, un article d'Hollywood Reporter avait publié un article qui, après plus d'un an de recherche, tirait au clair la véritable identité de la mystérieuse pin-up. L'Amérique découvrit alors l'histoire de Renée Goldberg, la fille d'un couple d'immigrés polonais ayant survécu à l'Holocauste. L'article dévoilait ainsi au public une personnalité beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait. Angeline aurait créé cette image de Barbie sulfureuse en Corvette rose fuchsia, peut-être pour fuir la réalité et ainsi les atrocités qu'avaient pu subir ses proches pendant la guerre. Et c'est donc très certainement cette dualité psychologique qui a dû faire de l'œil à Sam Esmail, pour le plus grand bonheur des futurs binge. Bon, et on a quelques updates, puisqu'un trailer a été dévoilé il y a de ça quelques semaines, et il faut bien avouer qu'Amy Rossum est totalement irreconnaissable dans le rôle d'Angeline. On apprend aussi que la série sera diffusée courant 2020 sur la nouvelle plateforme de streaming américaine de NBC Universal, Peacock. Et ça ne s'arrête pas là pour Esmail, puisqu'il s'associe une fois de plus avec Rami Malek, mais cette fois pour un projet de film d'espionnage pour la Universal Pictures, American Radical. Esmail s'intéressera ici à la véritable histoire de Tamer El-Nouri, un agent infiltré ayant intégré le FBI dans la lutte antiterroriste au sein d'une Amérique post-11 septembre. Et petite info de dernière minute, apparemment Sam Esmail aurait révélé à Variety qu'il était justement en train de développer une nouvelle série appelée Gaslit et qui compterait parmi son cast Julia Roberts, avec qui il avait notamment travaillé sur la première saison de Homecoming, Sean Penn, Joel Edgerton et Armie Hammer. La série portera principalement sur les secrets du scandale de Watergate. On a vraiment envie de voir ça. Voilà, on arrive vraiment à la fin de cette chronique, alors ne vous inquiétez pas, je vais faire tout mon possible pour revenir très vite avec de nouvelles analyses et théories, notamment celle de Dark que je sais que pas mal d'entre vous attendent depuis un moment déjà, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail, à liker cette vidéo si elle vous a plu, et à commenter pour donner votre avis ou me proposer de nouvelles idées, de théories, de critiques ou d'analyses de séries. A plus!